Aujourd'hui, le squad, on va parler d'une blessure qui peut faire basculer une carrière ou transformer complètement un sportif. Une blessure qui déclenche immédiatement une question brutale. Je fais quoi maintenant? Opération, pas opération, retour à 6 mois, à 9 mois, à 1 an. Est-ce que je vais véritablement revenir comme avant? Pour y répondre, j'ai invité Antoine Froin, kinésithérapeute du sport et préparateur physique spécialisé dans la prise en charge des ruptures du ligament croisé antérieur. Il travaille au croisement du terrain et de la science. Dans cet épisode, on va parler des critères pour décider d'une opération, du rôle sous-estimé du préopératoire, des erreurs dans le retour au sport et de ce que la science ne montre pas toujours. Si tu es sportif, blessé, en rééducation ou simplement impliqué dans la performance, cet épisode peut changer ta manière de voir le ligament croisé antérieur. Petit rappel, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui sont abonnés au squad de la performance et ceux qui ne le sont pas. C'est à peu près tout ce que tu dois savoir sur tes collègues et amis. N'oublie pas, chaque auditeur est un allié. Pour les autres, rallie-les au squad. Antoine, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Peux-tu te présenter rapidement aux quelques-uns qui ne te connaissent pas encore? Salut Maxence, merci déjà pour l'invitation et la confiance. Comme tu le disais, donc moi je suis Antoine Froin, je suis kinésithérapeute du sport. Je travaille actuellement à Nantes où je fais de la recherche, donc je suis post-doctorant. J'ai soutenu ma thèse il y a un an sur la thématique du ligament croisé antérieur justement. Et en parallèle de ça, je suis aussi formateur donc pour des kinésithérapeutes. Je travaille en tant que kinésithérapeute dans un cabinet de kinésithérapie du sport à Nantes qui est le PM2S. Et puis depuis janvier, je fais ce que j'appelle du soutien à la performance pour des athlètes de haut niveau qui ont des problématiques de blessures longues dont ils arrivent pas à se sortir. Et donc, j'essaye par l'évaluation et l'analyse de guider leur rééducation pour améliorer et optimiser leur retour. Voilà, pour faire un Parfait. peu rapide. On comprend bien que du coup, t'es l'homme de la situation pour parler de tout ça. Euh, la rupture du ligament croisé, tout le monde en a déjà entendu parler, mais on ne sait pas exactement comment ça se passe. Pour quelles raisons finalement parfois il y a des ruptures qui se font sans contact. Il me semble que c'est plus de 70% des cas, ce qui est quand même conséquent. Et c'est une blessure qui se produit très rapidement. On parle de millisecondes, de 40 millisecondes. Qu'est-ce que ça dit finalement de manière très globale sur notre manière d'entraîner les sportifs, tout staff confondu? En fait, je pense que tu l'as déjà très bien décrit dans un premier temps. C'est quelque chose qui va arriver très rapidement. Donc, je pense que si on devait raisonner par rapport à cette blessure-là, bah, il faut se dire que le but final, c'est d'être capable de réagir à une situation de manière rapide, avec énormément de force, parce que on sait que les contraintes qui sont appliquées sur le genou au moment de la lésion, ça peut quadrupler, quintupler le poids du corps. Donc en fait, il va falloir être capable de produire de la force très rapidement à un Mmh. instant T en réponse à un stimulus externe. Et comme tu l'as dit, ce qui est assez perturbant, c'est que souvent cette blessure, elle se fait toute seule, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de contact extérieur. Les sportifs se blessent en fait dans des situations où ils vont réaliser un changement de direction sans avoir de contact externe. Le mécanisme le plus connu, c'est valgus et rotation externe tibiale avec une avancée du tibia sur le fémur et puis souvent on parle en fait de cette capacité de réaction musculaire, notamment de la préactivation des ischio-jambiers, c'est-à-dire la capacité de l'athlète à commencer à donner l'ordre aux ischio-jambiers de réaliser un freinage avant Mmh. même que ce freinage y soit effectif. Et souvent, c'est une erreur donc d'activation et une erreur sensorimotrice, c'est-à-dire de savoir exactement où se situe le genou dans l'espace pour pouvoir réagir à la situation qui amène à la lésion. Et en plus de tout ça, dans le contexte d'un athlète, tu vas avoir tout ce qui va être environnemental, donc c'est-à-dire la fatigue générale, la pression psychologique à l'instant T, parce que on va se retrouver dans une situation de compétition, donc avec plus ou moins d'enjeux suivant que ce soit un match de championnat ou alors une finale de Ligue des Champions.
Mais c'est toujours, et je pense que c'est essentiel pour un athlète de comprendre ça, un ensemble de facteurs qu'amène la blessure. Il n'y a pas une seule explication qui permet de dire c'est parce que tu n'étais pas assez fort Mmh. sur tes extenseurs de genoux que tu t'es blessé. J'ai plutôt tendance à croire que c'est un ensemble de facteurs qui se met en ligne et qui à un moment donne lieu à la blessure. Et donc après, ce qui est important pour un staff, un kiné, un préparateur physique ou un entraîneur, c'est de savoir quels sont les facteurs les plus importants ou les plus prédisposants pour l'athlète en question et sur lesquels il va falloir travailler ensuite, quoi. Mmh. Toi, tu parlais d'enjeux, sportifs. J'ai reçu, Jeanne Maréchal qui est escrimeuse de l'équipe de France qui, s'est rompu les ligaments croisés donc enfin le ligament croisé antérieur, j'ai fait un abus de langage, Ouais. hem, sur, donc une compétition. Elle explique sur un mouvement qu'elle fait, des dizaines de milliers de fois, tout au long de la saison. Et effectivement, il y avait un fort enjeu à ce moment-là. C'était en plus post Jeux olympiques qu'elle n'a pas pu effectuer. Donc, il y avait un contexte aussi, j'imagine, émotionnel. Donc, je mettrai l'épisode pour ceux qui veulent faire le parallèle avec le témoignage d'un athlète. Tu parlais des différents facteurs qui peuvent expliquer ce type de blessure. Ouais. Si on prend le cas d'un sportif amateur qui représente la majorité des sportifs, bien évidemment, Ouais. quels sont un peu les facteurs qu'on peut retrouver chez nos patients? Le premier facteur, on va dire, si on parle de sportif ou de sportive, c'est malheureusement d'être une femme parce que quand tu es une sportive féminine, tu es 6 à 8 fois plus à risque qu'un homme d'avoir une lésion du ligament croisé antérieur. Donc ça, c'est un gros facteur de risque. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui va être un petit peu ce que je mettrais dans les capacités neuromusculaires, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'une faible force quadricipitale, et on pourra rediscuter de ce que c'est une bonne force ou une mauvaise force hein, pour un athlète Mmh. parce que c'est une grande question, mais on sait que une faible force quadricipitale et de surcroît une faible symétrie de force quadricipitale, ça peut être un facteur de risque important. Là-dessus, tu peux rajouter ce que je te disais avant, c'est-à-dire une faible capacité de préactivation de tes ischio-jambiers, parce que les ischio-jambiers, c'est un gros groupe musculaire qui va permettre d'empêcher le tibia d'avancer sur le fémur et donc d'aller mettre en tension le ligament croisé antérieur. Et je rajouterai à ça la force du solaire, qui est un muscle qui est souvent oublié parce que c'est pareil, c'est un des muscles du coup du mollet qui va permettre, quand on est en appui total, de justement limiter l'avancée du tibia sur le fémur. Donc ça, on va dire que c'est des grandes catégories. Après, on a faible proprioception, donc c'est-à-dire faible capacité à savoir dans l'espace où se situe ton segment. Tu sais, il y a un gros écart en gros entre ce que la personne voit son segment dans l'espace et Mmh. où il est réellement. Et donc ça, c'est un facteur de risque supplémentaire. Et puis après, tu as, on va dire, des facteurs de risque qui sont un peu plus généraux, c'est-à-dire l'IMC, on sait que c'est un facteur de risque important. C'est-à-dire quand on a un gros IMC, on est plus à risque de se faire une lésion du croisé antérieur. Et puis après, des facteurs anatomiques qui sont du coup un peu plus complexes à analyser parce qu'il faudrait faire des radios, etc. Mais c'est une pente tibiale plus importante qui permet donc ce glissement de translation de manière un petit peu plus facilitée. Et puis après derrière, tu vas avoir bah, tout ce qui est comportement à risque, c'est-à-dire les classiques alcool, cigarettes, manque de sommeil, mauvaise hygiène de vie. Tu vois, tout ça en fait, ça peut paraître être des grandes généralités, mais dans les faits, on sait très bien que c'est des choses qui influencent de manière majeure la blessure et pas forcément que celle du croisé, mais la blessure de manière générale. Et donc, j'ai tendance à dire que parfois, il vaut mieux avoir une force un peu limitée, mais une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, que Mmh. de se dire, OK, il manque 2,5% de force sur les extenseurs du genou. Mais par contre, ton gars, il dort 4 heures par nuit parce que, en fait,
il est sur les réseaux tous les soirs et ça entraîne une fatigue non négligeable, quoi. Pour la perf derrière, c'est compliqué, quoi. Et ça, Mm. peu importe le niveau, parce que tu faisais le distinguo entre le haut niveau et le niveau amateur. Alors, on sait que les curseurs vont pas être les mêmes et que dans la finesse de l'analyse, on va peut-être pas avoir la même exigence entre un sportif de haut niveau et un sportif amateur. Mais in fine, aujourd'hui, dans tout ce qui est test de retour à la course, au sport, etc., en fait, les grandes guidelines, elles te disent quand même que les évaluations sont similaires entre tous les types de populations, quoi. Si tu veux faire quelque chose où tu prends pas de risque pour la rechute. Et puis dernier facteur de risque qui est pas le moindre, et j'ai failli l'oublier, c'est en fait simplement la pratique d'un sport pivot contact, parce que bah on sait que ces sports-là, c'est des hauts degrés d'exposition, c'est une grande contrainte mécanique, et de plus en plus, alors je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais j'ai l'impression que même au niveau amateur, tu vois, on a de plus en plus de demandes envers des qualités athlétiques importantes. Et en fait, il y a un gros problème aujourd'hui, c'est la sédentarité des gens en dehors de leur activité physique, ce qui fait que tu te retrouves avec un décalage énorme où bah, le dimanche sur le terrain, on va te demander d'être super efficace parce que tu vas jouer un match en régional et on va te demander d'être au top niveau, mais en fait, la semaine à part tes 2 entraînements, bah t'es assis, tu bouges pas, et donc ça, je pense que c'est aussi un gros facteur de risque actuellement. Mm. Ouais, clairement, je pense que ouais, t'as tout dit. Tu parlais notamment des facteurs environnementaux, tabac, alcool. C'est des choses finalement qu'on retrouve assez fréquemment dans tous les troubles musculo-squelettiques, mais qui ne sont pas forcément respectés. C'est Valentin Copin que j'ai reçu récemment sur le podcast, qui lui s'intéresse tout particulièrement à toute la thématique autour du tissu conjonctif et plus particulièrement des tendons. Et finalement, c'est aussi des choses qu'on implémente, enfin qu'on retrouve dans ce type de pathologie-là. Euh, J'aimerais qu'on avance progressivement sur le ligament croisé et notamment la notion de cicatrisation. On parle après 2 ans de seulement 35% de cicatrisation. C'est des données que tu nous avais données lors de la journée méditerranéenne de kiné du sport. Euh, mais finalement, on connaît pas réellement la raideur de ce ligament cicatrisé. Est-ce que cette simple cicatrisation, elle peut suffire pour que le sportif il soit prêt? Il y a plusieurs choses dans ce que tu disais. Les 35% de cicatrisation là, ils concernent en fait la cicatrisation tendineuse du semi-tendineux quand il y a un prélèvement pour la chirurgie. Donc Ok. ça c'est une première chose. On sait aujourd'hui que ce tendon qui est prélevé complètement donc par les chirurgiens pour recréer un greffon, euh, il est il a une capacité de cicatrisation, c'est-à-dire que il repousse. C'est un article dont j'avais parlé à Marseille d'ailleurs, qui s'appelle La théorie de la queue du lézard. Mhm. En gros, on sait que le tendon, il est capable, enfin, le chemin qui est laissé par le tendon qui a été prélevé, il va donner lieu à une synthèse de fibres de collagène et ça permet de recréer en fait un nouveau tendon au muscle semi-tendineux. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas encore caractérisé complètement ce que c'était exactement ce tissu-là. Est-ce que c'est du collagène qui est vraiment efficient pour transmettre la force à l'articulation comme un tendon, ou est-ce que Mhm. voilà, ça devient par différenciation au fur et à mesure des années un réel tendon? On ne sait pas encore trop, il n'y a pas assez d'études sur ça. Et puis après, il y a un deuxième volet dans ce que tu disais, c'est la cicatrisation spontanée du LCA. Mhm. Donc aujourd'hui, il y a un grand effet d'annonce, je pense, sur ce mécanisme de cicatrisation du LCA, parce que il y a des très grosses équipes de recherche en Australie notamment, avec une chercheuse qui s'appelle Phil Bay, qui font en fait des études sur
la capacité du ligament croisé à cicatriser de manière spontanée. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est d'ailleurs pour ça que ta question, elle est super intéressante, c'est qu'aujourd'hui, cette cicatrisation-là, elle est pas, entre guillemets, pour tout le monde. C'est-à-dire que pour qu'il y ait cicatrisation, il va falloir immobiliser, les patients à un certain degré de flexion et on commence en général à 90 degrés de flexion de genou Mhm. dans une attelle qui ne permet pas la mobilité. Et puis au fur et à mesure des mois qui s'écoulent, donc là pour l'instant dans les essais, je crois qu'on parle de 2 à 3 mois d'immobilisation, on va venir étendre progressivement le genou. Pour que cette cicatrisation elle se fasse, euh, il faut que les brins du ligament croisé qui vient d'être rompu, ils soient dans une disposition très particulière qui est analysée en fait par IRM. Et donc, ça crée ce qu'on appelle un biais de sélection parce qu'en fait, on va sélectionner de manière importante les patients qui vont participer à cet essai. Et d'ailleurs, Mhm. cette équipe de recherche le souligne à chaque fois qu'ils présentent leurs travaux. Ils disent que c'est pas pour l'instant pour tout le monde et que donc il faut être prudent quant aux conclusions de ces études-là. Et puis après, la deuxième chose, c'est que là encore une fois, on sait que donc à l'imagerie IRM, tu vas avoir, tu sais, de nouveau un ligament complètement continu avec une zone cicatricielle un peu épaissie, etc. Mais en fait, encore une fois, on ne sait pas exactement quelle est la capacité tensile, c'est-à-dire la capacité de résistance de ce nouveau ligament entre guillemets, et on ne sait pas euh, ce que ça donne dans le temps, c'est-à-dire est-ce que les patients ou les athlètes qui ont une cicatrisation spontanée du croisé, elles reviennent à des hauts niveaux de performance? Est-ce que il y a une stabilité du genou qui se remet de manière systématique en place? Tu vois, c'est plein de questions qui restent en suspens et et je pense que c'est une question très intéressante parce qu'aujourd'hui, tu sais, les questions opération, pas opération, cicatrisation, c'est des grandes questions qui se posent et souvent, je trouve que la disponibilité de l'information, elle est pas assez nuancée, notamment sur les réseaux Mhm. sociaux où, en fait, quand cet article-là sort sur la cicatrisation, le lendemain, tu vois des vidéos partout où on te dit, ah, c'est bon, c'est fini la chirurgie, maintenant le ligament, il cicatrise. En fait, c'est des phénomènes qui sont étudiés depuis très longtemps. C'est juste que là, on commence à vraiment y croire et donc on met des grosses études en face pour voir si vraiment il y a quelque chose à tirer de ça et puis si on peut faire des statistiques réelles sur ces phénomènes-là ou est-ce que c'est toujours de l'essai-erreur avec les patients ou athlètes. Mais, mais ouais, je pense que il y a une capacité de cicatrisation qui est d'ailleurs décrite aussi sans forcément faire ce protocole, c'est-à-dire que une fois que ton ligament il est rompu, il peut aller faire ce qu'on appelle une nourrice, c'est-à-dire qu'il se rattache sur le ligament croisé postérieur. Mhm. Et on sait que ça peut cicatriser aussi de cette manière-là. Et ça a été souligné chez de multiples patients qui n'avaient pas forcément été opérés, tu vois. Mhm. Et donc, dans certains cas, bah, oui, on peut cicatriser du croisé. Maintenant, les questions qui restent en suspens, c'est est-ce que le nouveau ligament a la même capacité tissulaire que l'ancien? J'aurais tendance à te dire que de toute façon, ça me surprendrait que ce soit la même. Et est-ce qu'on peut revenir au plus haut niveau? Parce qu'au final, c'est ça la question qui intéresse. Peu importe qu'on soit sportif de haut niveau ou qu'on joue en départemental au foot, à chacun son haut niveau, hein. Je pense que tu Mhm. connais Mhm. cette, Mhm. Bien cette sûr. citation, mais et voilà, ouais. J'aurais tendance à répondre comme ça, un peu en nuance. Ouais, mais je pense que c'est le clair du propos et de l'ensemble du podcast qu'on va avoir. Si je vulgarise un peu ton propos, la question c'est de savoir est-ce que on a un ligament qui se forme et la cicatrisation c'est un peu une cicatrisation bâclée système Wish ou si c'est une cicatrisation qui est vraiment solide et fait de manière on va dire dans les règles de l'art. Et toi, tu te poses la question si effectivement euh, cette cicatrisation peut être aussi forte que le ligament natif qu'on a dès la naissance, ou en tout cas
en comparaison à une chirurgie. C'est toute la question qu'on va pouvoir se poser. Et ce que je trouve intéressant malgré tout avec cette étude et ce que tu nous laisses transparaître pour la suite du podcast, c'est ça nous fait quand même réfléchir à il peut y avoir un processus où on ne se fait pas opérer. Ouais. Parce que je pense que tu vois, pour en avoir discuté avec des gens qui sont pas du métier, et même moi, hein, très clairement, euh, au tout début de ma carrière, il y a une dizaine d'années, pour moi, un ligament croisé rompu, c'était forcément un passage par la case chirurgie. Il y avait même pas de question à se poser finalement. Aujourd'hui, ben il y a des travaux, comme tu dis, qui sont écrits. Et toi-même, tu poses la question, hein, notamment lors de la conférence que j'ai pu suivre. Est-ce qu'on doit obligatoirement se faire opérer après une rupture du ligament croisé antérieur? Et finalement, si un sportif ou tout simplement les confrères nous écoutent, bah, comment on détermine quels sont les patients qui doivent se faire opérer et ceux qui ne le doivent pas? Ouais. Ouais, c'est encore une fois une très bonne question. Euh, En gros, ce qu'il faut savoir, je pense, à la base, je vais essayer de simplifier le truc, mais c'est que il y a ce qu'on appelle des instables mécaniques. Ça, c'est des gens à qui, si tu enlèves le croisé, ils vont potentiellement pas avoir une bonne stabilité de genou. Ces gens-là, une fois que la lésion elle est faite, ils vont me décrire dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire je descends de ma voiture, je descends un escalier, j'ai tourné sur mon genou. Ils vont me décrire de l'instabilité, c'est-à-dire le genou part et ils n'arrivent pas à le contrôler. Ça, c'est la première partie des patients ou des athlètes qui se font une lésion du croisé. La deuxième partie, c'est les gens qu'on va dire personnes qui sont pas instables mécaniques. Et donc ces personnes-là, elles peuvent se faire une lésion du croisé antérieur et on va caricaturer un peu, mais 1 ou 2 semaines après, elles sont déjà capables de faire des trucs un peu fous, c'est-à-dire quasiment de trottiner, de recommencer à faire du squat, je sais pas, recommencer les sauts, faire des tout petits changements de direction, pas d'appui. Et eux, ils décrivent une très bonne stabilité du genou et potentiellement, ces personnes-là, on peut se poser la question de la pertinence de les envoyer à l'opération. Après, ce qu'il faut savoir encore une fois, parce que tu l'auras compris, je fais de la nuance en permanence, c'est que si c'était comme ça, ce serait super simple. Le problème, c'est que les instables mécaniques, c'est-à-dire les non-copers, peuvent devenir des gens qui deviennent stables et donc copers. Et les personnes qui sont stables peuvent devenir, avec la demande augmentante, des personnes instables. Ok. Donc en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'à partir du moment où tu vas décider, en accord avec ton athlète, ton patient, et puis son médecin, son chir, de pas aller à l'opération, il faut toujours avoir à l'esprit que potentiellement demain il peut avoir besoin de l'opération et donc il faut pas être complètement buté et fermé là-dessus. Tu me demandais comment est-ce qu'on fait pour détecter ces gens-là? Bah, le premier gros critère, c'est celui que je viens de te donner, c'est-à-dire l'instabilité dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a plusieurs épisodes d'instabilité dans la vie quotidienne? Et est-ce que avec la rééducation, on arrive à réduire, voire à supprimer les épisodes d'instabilité? Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur donc ce qui décrivait ça, c'est une étude de Snyder Maker, qui est une chercheuse américaine, qui avait fait ça dans les années, je crois que c'est entre 2005 et 2010, le papier. Donc il y avait épisode d'instabilité, il y avait un questionnaire qui s'appelle le COUS, qui est un questionnaire en fait qui permet de suivre la qualité de vie d'un patient ou d'un athlète. Et elle avait pris que la partie de ce questionnaire-là qui s'appelle qualité de vie en fait. Et donc il fallait avoir plus de 80% à ce questionnaire-là. Tu vois, deuxième critère. Troisième critère, c'était un critère de saut. Donc, on faisait un test qui s'appelle le 6 Meter Timed Hop Test. Donc, en gros, c'est deux plots qui sont espacés de 6 mètres.
tu te mets sur une jambe et tu sautes le plus vite possible À cloche-pied. d'un côté à l'autre des plots et puis tu compares les temps. Et il fallait plus de 80% de symétrie également là-dessus. Donc tu vois, ça c'est un petit peu les critères qui te permettent d'évaluer si un patient peut aller à l'opération ou non. Ça, c'était les années 2000. Il n'y a pas eu de grosses études depuis pour séparer ces personnes-là. Mais par contre, tu sais comme moi que ben la techno augmente les datas dans le sport et de manière générale, les datas avec nos patients, c'est des choses qui sont de plus en plus recueillies. Mhm. Et donc, j'aurais tendance à te dire que il faut réfléchir par étapes. C'est-à-dire que le premier jour où ton patient il arrive avec son croisé dans le sac, qu'est-ce que tu vas regarder en premier? Donc en gros, c'est est-ce qu'il a une bonne capacité d'activation de son quadriceps? Est-ce qu'il arrive à le contracter de manière spontanée, allongé sur une table? Tu vois, c'est potentiellement la première chose que je vais regarder. C'est du très qualitatif, mais ça te donne déjà une idée. Ensuite, deuxième chose, j'aurais tendance à te dire volume musculaire parce que c'est ce qui va être un peu prédisposant pour créer de la force ensuite. Donc ça, plutôt, voilà, aller regarder des tours de cuisse avec un mètre ruban et puis Mhm. savoir si on a bien la même taille de chaque côté. Attention au sport d'asymétrie. Tu parlais d'escrime tout à l'heure. J'ai eu un athlète français il y a pas longtemps, un fleurettiste en Mhm. rééducation. Euh, il faut savoir que ces personnes-là, elles ont une cuisse bien plus développée sur leur jambe avant que sur leur jambe arrière. Donc, il faut pas se laisser avoir non plus par une symétrie. Il faut toujours réfléchir. Et puis après, bah, comme on disait tout à l'heure, quel est ton point d'arrivée? C'est du changement de direction rapide avec une capacité rapide de production de force. Donc, bah, entre ce que je viens de te dire et ça, c'est un ensemble de critères à valider. Symétrie à des tests de saut, capacité de production de puissance, capacité de production de force rapide que tu peux évaluer aux plateformes de force, un test isocinétique bien sûr très qualitatif avec un index de symétrie, tu vois, sous les 30% ou sous les 90%, dépendant de la phase à laquelle tu te situes. Et en fait, je pense que en réfléchissant étape par étape, est-ce que ton patient il a retrouvé sa force? Est-ce qu'en retrouvant sa force, on a diminué le nombre d'épisodes d'instabilité? Est-ce qu'il a retrouvé, je vais faire des raccourcis, hein, mais est-ce qu'il a retrouvé sa capacité de production de puissance en poussée, par exemple? Et est-ce qu'on a encore diminué le nombre d'épisodes d'instabilité ou est-ce qu'il y en a plus du tout? Et est-ce qu'en lui demandant des gros efforts de puissance, on remet en évidence des épisodes d'instabilité ou pas? Et puis après, encore plus loin, changement de direction. Est-ce qu'il décrit des épisodes d'instabilité ou pas? Et puis, je dirais dernière étape, des gros changements de direction dans un contexte de geste sportif avec de la double tâche. Est-ce qu'il arrive à contrôler son genou ou pas? Tu vois un peu le process qu'on ferait en post-opératoire, mais là Mhm. on le fait chez des personnes qui n'ont plus leur ligament croisé antérieur. Et en fait, après chaque étape, le grand guide, ça va être ça. Est-ce qu'il est capable de contrôler son genou? Est-ce qu'il le sent lui stable? Est-ce qu'il a de la confiance? Et dans ces cas-là, bah en fait, si tu valides tout étape après étape, je me pose la question de la pertinence de l'opération, mais dans ces cas-là seulement. Parce qu'on peut Ok. aussi dresser le tableau inverse. Tu as quelqu'un qui récupère sa force, c'est nickel. On parle souvent de mesures de force analytique, donc fléchisseur, extenseur de genou. Mais dès que tu vas le mettre sur du saut, changement de direction et d'autres tâches un petit peu plus complexes, il va te dire j'ai pas confiance, j'ai le genou qui part, j'arrive pas à le maîtriser et t'arrives pas à restaurer ça. Bah, dans ces cas-là, il faut orienter vers un chirurgien et vers la chirurgie parce que sinon tu vas, je pense, te battre contre un ennemi que tu peux pas vaincre et donc il faut prendre la bonne décision à ce moment-là. Et souvent c'est voilà le temps pour détecter ça, tu parles de 2 à 6 mois pour détecter quelqu'un qui peut entre guillemets ne pas avoir recours à l'opération ou qui va être obligé d'y aller quoi. Ok.
Donc, pour résumer, on a deux types, grosso modo, de personnes, ceux qui sont déjà stables. Et là, on se dit bon bah potentiellement ça c'est ok, on les a testés et ils pourront reprendre leur activité parce que très rapidement tout est ok par rapport aux valeurs normatives. Mais pour autant, on sait que la loi du sport, dans le chaos du sport, c'est beaucoup plus exigeant que ce que nous on pourrait tester en structure, en cabinet. Et donc il faut pas s'interdire le fait que potentiellement à terme, il puisse y avoir besoin d'opérations. Et à l'inverse, donc tu parles des personnes qui elles sont instables, mais potentiellement sous certaines réserves et avec un certain travail. Tu parles de 2 à 6 mois. C'était une question d'ailleurs que je voulais te poser. On se retrouve avec des sportifs qui retrouvent en fait une certaine stabilité et peuvent reprendre leur activité. Ouais, tout à fait. Euh, t'as, parce que souvent, ce qu'on me demande, c'est, ouais, ça peut marcher chez un sportif amateur, mais qu'est-ce que t'en penses pour les pros? Il faut savoir il y a des essais cliniques là-dessus en Australie sur du rugby de niveau 1. Donc tu vois, c'est, je pense quand même un très bon rugby euh, où t'as des personnes qui reviennent sans croisé antérieur. Et je pense que le rugby, c'est quand même un sport où t'es énormément exposé à la contrainte. Mhm. On peut très bien revenir au niveau, au même niveau et voire même au très haut niveau sans ligament croisé antérieur. Il y a des exemples dans le foot. Alors je les ai plus tous en tête, mais ça sera peut-être un vieil exemple pour les jeunes auditeurs. Mais il y avait Réveillère à l'époque qui Ouais, était un arrière, Anthony Réveillère. Mm. ouais, latéral de l'équipe de France, d'ailleurs Olympique Lyonnais aussi, Mhm. euh, qui euh, qui jouait sans croisé Mm. et qui est revenu en équipe de France sans croisé. Donc tu vois, il y a quand même des trajectoires qui existent. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment de pas opposer pour moi la chirurgie, être pour ou contre et être pour ou contre la rééducation, la réathlée, machin. C'est plus se dire on travaille tous ensemble. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire de mieux pour l'athlète parce que bah toi qui travailles dans le haut niveau, tu sais très bien que quand un gars sur qui tu comptes se fait le croiser et qu'il y a un kiné comme moi qui arrive et qui te dit bah écoute Max, j'ai besoin de 2, 3 mois. Allez, on va mettre le délai le plus court parce que c'est ce que je te vendrais. J'ai besoin de 2 ou 3 mois, mais à la fin, je suis pas sûr que le gars il soit stable complet. Et donc, c'est possible que dans 3 mois, on décide d'aller à l'OP. En fait, toi, si tu as besoin du gars sur le terrain, tu vas me dire, bah écoute, mon grand, fais d'abord ce qu'il faut pour me montrer que ça marche. Puis une fois que tu sauras que ça marche, bah moi, je veux bien discuter avec toi. Et ça, parfois, tu vois, dans le haut niveau, c'est un peu frustrant parce que je me dis, tu prends le temps avec quelqu'un, tu le ramènes, et potentiellement, si le pari il est gagnant, hein, tu peux économiser beaucoup de temps, Mm. beaucoup de temps. Mais en fait, ce qui me questionne par rapport à tout ça, c'est que déjà, tu parlais de force, et notamment des extenseurs, donc très caricaturalement les quadriceps. Hein. Déjà, est-ce qu'on n'opère pas parfois un peu trop vite? C'est-à-dire, est-ce que on peut pas, enfin, quand on teste les mecs en préopératoire, potentiellement, il y aura des déficits qui seront conséquents. Et est-ce que d'essayer de normaliser cette asymétrie-là entre les deux quadriceps, si potentiellement on connaissait pas en plus de ça les valeurs avant, on prend le cas d'un sportif amateur, euh, est-ce que finalement on peut pas se dire, dans tous les cas, ça va être intéressant de taffer tout ça. Et j'irais même plus loin, tu questionnais le fait chez un sportif de haut niveau, si on passe par la case opération ou non par rapport à toutes les données économiques, de performance, d'image, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui est inhérent au sport professionnel, c'est notamment la notion de contrat. Et je pense que là où c'est intéressant, c'est qu'il y a certains sportifs qui ont, encore une fois, pas du tout la conscience qu'ils peuvent ne pas se faire opérer. Anthony Réveillère a eu conscience à ce moment-là, et c'est vrai que c'est super vieux. Je crois que ça a 20 ans. Hein, on parle de Ouais, ouais. 2006. Et c'était lunaire à l'époque. Je m'en souviens très bien de cette époque-là.
Mais au final, on a très peu d'autres exemples comme celui-ci, en tout cas à ma connaissance. Mais je me dis que même si éventuellement le sportif entre guillemets perd ces 2-3 mois, déjà est-ce que véritablement il perd ces 2-3 mois parce qu'en fait ça sera un préopératoire qui sera, je l'espère, conséquent. En tout cas en termes d'intensité et de recherche de performance dans les valeurs qu'on va aller chercher. Ouais. Ah, forcément, là, tu mets une pièce dans ma machine parce que c'est le cœur de mes travaux de recherche. Je pense que cette phase préopératoire, ou alors j'aurais tendance à plus l'appeler la phase post-lésionnelle, parce que Mmh. préopératoire, ça veut dire que tu vas te faire opérer. Mmh. Donc la phase post-lésionnelle, pour moi, c'est une phase qui est un peu sous-cotée, sous-utilisée, parce que tu vois, si on là on raisonnait au haut niveau, mais si on raisonne aux sportifs amateurs, la plupart ils se font pas opérer le lendemain ou le surlendemain. Tu vois, il y a des mois qui se passent entre la lésion, le rendez-vous avec le chirurgien, le rendez-vous avec l'anesthésiste, l'opération. Alors, dans Mmh. certains cas, ça va très vite, dans d'autres cas, ça prend plus de temps. Mmh. Et, et en fait, je pense que souvent, on, on laisse un peu le patient ou le sportif dans la nature à ce moment-là. Mmh. Et je suis complètement d'accord avec toi que c'est justement là où il faut taper. Mmh. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est une certitude. À partir du moment où tu fais une rupture du croisé, tu as une perte de force. C'est comme ça. Il n'y a pas un surhomme qui se fait le croisé et qui a pas de perte de force, ça n'existe pas. Tu as une perte de force sur la jambe que tu viens de te blesser, mais tu vas aussi avoir une perte de force sur l'autre jambe par voie de conséquence. Donc ça, c'est pareil, c'est des phénomènes qui sont décrits. Et souvent, on a tendance à travailler que la jambe lésée, mais il faut pas oublier de travailler également l'autre, parce que elle, c'est important qu'elle conserve ses capacités de production de force et qu'elle perde pas toutes ses autres qualités pour qu'on ait un vrai comparateur. Et donc, si tu fais une rééducation pré-op en attendant la chirurgie, peu importe ce que tu mets en place pour moi, bien sûr, si c'est 15 jours, bon, bah voilà, mais au moins tu peux déjà distiller un peu de conseils, tu vois, Mmh. préparer la personne à son opération, à ce qui va se passer après, et faire un peu d'éducatif. Et, et en fait, peu importe ce que tu vas faire, tu vas amener la personne plus haut. Et donc, pour moi, elle descendra moins bas après l'opération. Et l'autre intérêt de cette phase-là, et c'est ce que tu disais, c'est si on essaye de rétablir une symétrie, ou du moins un minimum de symétrie, si on parle de test ISO, ou on pourrait parler de test de force, hein, plus classiquement, ben, en fait, c'est de se dire, ces valeurs-là, ou au moins la valeur que j'ai sur la jambe non opérée ou non lésée, bah, ça va déjà me permettre d'avoir des cuts pour la rééducation Mmh. après. Mmh. Donc d'une part, ça va déjà te permettre de savoir où t'en es, parce que aujourd'hui, on a toujours malheureusement les grandes catégories de personnes qui dénigrent l'évaluation, et ça, c'est des choses qui m'attristent un peu, parce que je vois pas comment, sans évaluation, tu peux faire progresser quelqu'un, ou tu peux savoir toi-même où t'en es avec cette personne-là. Et et la deuxième chose, c'est que et tu l'abordais un petit peu en arrière-plan, mais c'est aujourd'hui on cherche des normes, c'est-à-dire on veut des normes, on veut des normes, on veut des normes. Mmh. Mmh. En fait, le problème, c'est que les normes qui sont à disposition aujourd'hui, c'est des normes qui sont faites sur des populations tellement hétérogènes que dans, allez, 70% des cas, je vais pas trop me mouiller, tu vas te retrouver avec quelqu'un en face de toi qui répond à aucune des normes que tu as, toi, sur les papiers ou sur des banques de données, tu vois. Et donc, le fait d'avoir des évaluations avant, ou des évaluations, tu sais, de pré-saison, Mmh. bah, ça te permet, toi, d'avoir une norme par rapport à cet individu-là, et de te dire, bah, déjà, je vais essayer de le ramener là où il était avant, de le rendre plus fort. Et puis après, on verra si je peux le comparer à des personnes qui font le même sport, ou des personnes du même âge, ou tu vois. Mais Mmh. aujourd'hui, le truc, c'est que ces normes de force, on les prend, mais on sait pas ce qu'il y a derrière, tu vois, parce que la norme, elle est rassurante quelque part. Et on se dit, ouais, c'est mieux que l'index de symétrie, mais en fait, c'est toujours la même chose, c'est toujours de la nuance, c'est se dire, bah, il y a les normes d'un côté, il y a l'index de symétrie de l'autre, il y a la force brute
à analyser aussi comment se comporte le patient là-dessus. Et puis après, pour les gens ou les patients de manière générale, il y a aussi des trucs tout bêtes qui sont à mettre en place, c'est-à-dire tu te mets sur une machine qui te permet de dissocier ta jambe droite et ta jambe gauche, et juste de manière comme ça, là, qualitative, tu regardes bah, combien tu arrives à soulever au maximum avec une jambe, combien tu arrives à soulever avec l'autre. Ce sera pas parfait, mais déjà ça te donne un ordre d'idée sur Mm. où t'en es, quoi. Et en fait, si tu arrives déjà à distiller ces petites choses-là dans cette phase post-lésionnelle, en plus, si tu as le délai nécessaire, tu vas pouvoir te rendre compte si tu es instable ou pas. Et du coup, après, tu peux prendre ta décision, tu vois. Donc, il y a, pour moi, mais j'ai forcément un biais parce que je travaille dessus, donc il faut pas que voir par ce que je dis. Mais cette phase, elle a vraiment un réel intérêt aujourd'hui pour justement optimiser un peu le soin qu'il y a après une lésion du croisé, quoi. Soyons honnêtes 2 secondes. Tes prises en charge, tu les construis selon une vraie logique de planification ou au feeling, séance après séance. Moi aussi, je bossais comme ça jusqu'au jour où j'ai compris un truc. Une rééducation sans logique de progression, c'est une succession de séances, pas un traitement. Savoir planifier, doser la charge et organiser les cycles a une place évidente en rééducation. Les 10 et 11 octobre à Paris, je te montre comment construire tout ça. Le lien est en description. OK, top. On parlera, juste après des critères, tout ça, Mm. pour, évaluer, les sportifs. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on revienne sur, la notion, donc, des personnes, instables mécaniquement, donc, comme tu les appelais, les non-coopers. Est-ce que ces personnes-là, si on part du principe, ou tout simplement, si elles le souhaitent tout simplement, ne pas se faire opérer et elles, décident de d'arrêter, le foot ou voilà des sports, pivots ou est-ce que ces personnes-là parce que j'ai déjà entendu ces choses-là, c'est aussi pour ça que je te pose la question et que c'est pas très clair même pour moi. Est-ce qu'elles ont un risque, d'avoir plus d'arthrose, voire, tout simplement d'avoir une instabilité, chronique et qui, bah, si admettons une personne de 30-40 ans, bah, ça va peut-être pas être le top pour ses vieux jours. Est-ce que c'est réel ou c'est complètement un mythe? Non, non, tu mets le doigt sur du coup le troisième type de personnes que j'ai pas mentionné, c'est-à-dire ça, ce que tu viens de décrire, c'est ce qu'on appelle des modifiers. En fait, c'est des personnes qui modifient leur activité. C'est-à-dire que de manière générale, quand on parle du croisé, on a toujours en objectif le retour au même niveau dans le même sport. Mais il y a aussi une catégorie de personnes qui arrêtent leur sport et qui vont passer typiquement le plus souvent sur des sports en ligne, c'est-à-dire course à pied et puis aller cyclisme, natation, on va dire, pour faire les plus caricaturaux. En fait, ces gens-là, ils vont moins exposer leurs genoux. Maintenant, la question, c'est est-ce que le nombre d'épisodes d'instabilité, il est suffisamment important pour que ces personnes-là, elles se sentent vraiment gênées dans leur vie quotidienne et que leur qualité de vie, elle soit un peu entachée ou pourrie, tu vois? Ou est-ce que, bon, c'est pas grave, le genou, il part un petit peu, mais ça me dérange pas trop? Ça, c'est la première grande question. Et après, sur tout ce qui va être phénomène arthrosique, on va dire que je vais faire une réponse un peu différente, je pense, de ce qu'on peut entendre. C'est-à-dire que pour moi, l'arthrose aujourd'hui dont on parle avec ces personnes-là, elle sera pas nécessairement complexe dans le sens où ils conservent des niveaux de force qui sont importants et où ils vont conserver une activité physique qui va être importante et où ils vont conserver une mobilité importante. Parce que si on parle de ces personnes qui veulent pas se faire opérer, je vais considérer avec toi que potentiellement, c'est des gens qui ont une très bonne flexion, une extension, pas de douleur, un genou qui a dégonflé de manière spontanée et que la dernière chose qui les embête un peu, c'est cette petite question de d'instabilité de genou. Mais comme ils modifient leurs activités, ils vont potentiellement moins mettre de contraintes sur leurs genoux et donc ce sera moins mis en évidence. Et donc en fait, la question de l'arthrose, ben pour moi, c'est un peu toujours la même, c'est-à-dire que je trouve pas aujourd'hui dans les populations que j'ai en soins, c'est-à-dire des sportifs qui vont du sportif du dimanche au sportif de haut niveau,
qu'il y ait un réel problème avec l'absence d'opération et l'apparition d'arthrose. Et d'ailleurs, les études vont plutôt dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire qu'on a du mal à dire quand même que potentiellement il va y avoir plus d'arthrose chez une population ou l'autre. Maintenant, c'est très dépendant de la rupture initiale, parce que ce qu'on dit là, je pense que ça va s'appliquer à des patients qui auraient potentiellement qu'une rupture isolée du ligament croisé antérieur, voire une lésion méniscale minime associée. Mais chez des gens qui sont instables mécaniques, qui ont une rupture du croisé, une rupture complexe méniscale, là souvent il n'y a pas de question à se poser. Mm. Sujet très jeune, c'est pareil. On se pose rarement la question quand ils sont instables mécaniques, justement du fait qu'ils soient jeunes. Mais si je reprends ton exemple de tout à l'heure, patient de 50 ans, plutôt sportif, qui change d'activité, qui se dit bon bah ça y est, j'ai fait mes 30 ans de foot, maintenant je peux m'arrêter sereinement, il n'y a pas de souci. Je vais skier une fois dans l'année et potentiellement avec une attelle ça peut le faire. Même chose, la question se pose, et si sa seule préoccupation c'est l'arthrose, bah dans ce cas-là il suffit de faire une belle éducation sur l'entraînement contre résistance Mm. et puis la capacité d'absorption. Et je pense que alors, je pense peut-être à tort, hein, parce que c'est encore une fois, c'est des hypothèses, mais je pense que quand tu as un bon système musculaire autour et une bonne capacité d'absorption, on va dire que les symptômes liés à l'arthrose, avant qu'ils apparaissent, il faut vraiment aller chercher des grades très élevés, quoi. Ok. Et justement, tous les patients dont on parle, souvent, ils sont un peu, j'ai l'impression, laissés à eux-mêmes. C'est-à-dire que nous, en tant que kiné, on va les recevoir sur une phase de rééducation. Encore une fois, que ça soit post-lésionnel ou pré-opératoire, en fonction de ce qui va se passer. Mais surtout, j'ai l'impression que le premier contact qu'elles vont avoir, c'est un médecin qui n'est vraisemblablement pas toujours un médecin du sport, de ce que j'ai pu voir. Et puis après, directement un chirurgien. J'ai 2 questions, par rapport à ça. La première, c'est, selon toi, et toute proportion gardée, mais comment, choisir, son chirurgien? Et qui finalement doit être autour de la table pour, décider ou en tout cas, accompagner, le sportif, dans cette décision? Ouais. C'est une question qui est vraiment pas évidente. Je vais te répondre de manière très pragmatique, c'est-à-dire que souvent, les gens, ils vont faire appel aux chirurgiens qui vont être dans leur région parce que c'est pas évident pour quelqu'un forcément d'aller voir le chirurgien spécialisé en ligamentoplastie. J'aurais tendance à te dire que quelqu'un qui fait beaucoup de ligamentoplastie dans l'année va être meilleur que quelqu'un qui en fait qu'une ou deux. Mmh. Tu vois, pour te donner des exemples, on travaille avec des chirurgiens sur Nantes qui sont spécialisés dans ce type d'opération et euh, et donc ils représentent tu vois, entre 500 et 600 opérations par an sur le LCA. Donc, on va dire que des praticiens qui sont spécialisés dans ce type d'opération, j'aurais tendance à leur faire beaucoup plus confiance. Et puis là, bon, bah, les Nantais, d'autant plus. Mais parce que je travaille avec eux, forcément. Mmh. Mais j'aurais tendance à faire plus confiance à un chirurgien qui opère beaucoup de croisés dans l'année, ce qui peut sembler logique. Et puis après, deuxième vague, si t'as pas quelqu'un qui potentiellement opère que des croisés, ben aller potentiellement vers quelqu'un qui opère plutôt des genoux, voire du membre inférieur. Mmh. Ça, ce serait le deuxième critère. Et puis après, ben celui qui est proche de chez toi, parce que souvent c'est un peu ce qui se passe. Mmh. Après, je pense que si je parlais pour moi, j'aurais quand même tendance à me renseigner sur des chirurgiens qui opèrent uniquement du croisé. Et je pense que je prendrais le temps d'aller me faire opérer chez ces personnes-là plutôt que prendre un chirurgien qui fait ça une ou deux fois par an. Après, toujours dans la nuance, il y a sans doute des chirurgiens qui opèrent 3 croisés par an et qui sont très bons là-dedans aussi, tu vois, faut pas faire Mmh, de bien sûr. généralité. Mais ouais, j'aurais tendance à dire plutôt dans ce sens-là. Et puis après, ta deuxième question, c'était de qui s'entourer pour être accompagné du mieux possible.
Mmh. Bah là, c'est toujours pareil. T'as, on va dire l'optimal, et puis après, on va dire les essentiels. On va qualifier ça comme ça. Pour moi, si on part des essentiels, ben il te faut à minima donc le chirurgien. Il va te falloir, je pense, un médecin ou un médecin du sport quand même pour faire du suivi. On les cite très peu, mais il va falloir aussi un bon infirmier parce que au début, t'as quand même les pansements à faire de manière régulière, et c'est des personnes dont on parle très rarement, mais si elles sont pas là dans le parcours de soins, bah ça peut vite être la cata. Mmh. Et puis après, on va dire que t'as d'autres personnes qui sont importantes euh, on va dire cette première phase, euh, mais à qui on fait moins appel, c'est, je pense, tout ce qui va être nutritionniste, parce que quand tu veux construire du muscle, et c'est pas à toi que je vais l'apprendre, si t'as pas le carburant derrière, bah la voiture elle avance pas beaucoup. Donc si t'as pas une nourriture qui est fournie en protéines, si tu supplémentes pas à ces moments-là où t'as vraiment besoin de créer du tissu musculaire, bah tu peux te retrouver vite avec des déficits. Et je pense qu'aujourd'hui il y a assez de vulgarisation, alors parfois à tort, mais sur tout ce qui est complément alimentaire, c'est-à-dire moi je vais te citer les deux qui me paraissent les plus opportuns là-dedans, c'est protéines et puis créatine. Mmh. Euh, et donc voilà, je pense que c'est des périodes où tu as aussi moins d'activité, donc faire attention à ton alimentation pour pas prendre trop de poids, pour pas perdre de masse musculaire et créer du tissu adipeux en, en, en masse, c'est quand même des choses qui peuvent être intéressantes. Et puis après, à côté du nutritionniste, je mettrais psychologue du sport, parce que on en parle très peu, mais la lésion du croisé, il y a quand même souvent des symptômes dépressifs qui peuvent être associés. Et c'est un éloignement des terrains, peu importe le niveau, qui est quand même assez important. Et donc parfois, pouvoir parler de ton ressenti, pouvoir parler de ton ressenti vis-à-vis de la blessure, de ton éloignement de tes potes, de plus pouvoir à l'entraînement. Parce que tu vois, il y a des sportifs amateurs, en fait, le foot, c'est un peu leur vie, c'est leur famille. Le vendredi soir, c'est entraînement, et puis après, tu prends une bière avec tes potes. Le lendemain, voilà, tu discutes du match, etc. En fait, quand tu les coupes de ça, bah, tu te rends pas compte, mais eux, ça leur met un vrai tir dans leur quotidien. Mmh. Ils sont coupés de la société, mais en fait, on s'en rend pas trop compte. Et des fois, quand tu creuses un peu avec tes patients, ils me disent, bah ouais, je déprime. En fait, je suis tout seul chez moi, je vois plus personne. Quand je vais au stade, ça me fout la haine parce qu'en fait, je vois mes potes jouer et moi, je peux pas être sur le terrain pour les aider quand ils perdent, ou alors je suis pas avec eux quand ils gagnent. Et dans ce sens-là, je trouve que parfois, même si c'est pas faire 15 séances, mais faire une séance, tu vois, pour discuter avec quelqu'un d'externe à tout ton process de soins, c'est-à-dire pas le kiné, pas le chir, pas le médecin, ça peut être intéressant. Et puis après, je sais plus si j'en ai parlé parce que je me suis un peu perdu dans mes pensées, mais forcément un bon kiné. Mmh. Donc un bon kiné pour moi aujourd'hui, c'est un kiné qui a du matériel, mais pas que. C'est un kiné qui réfléchit, et c'est un kiné surtout qui évalue, parce qu'il y a trop de personnes qui évaluent pas. Et sur une blessure comme ça, s'il n'y a pas des évaluations régulières, des questionnaires, des mesures de volume, des mesures de force, des mesures de proprioception, en fait, je vois pas comment on peut garantir la sécurité d'un patient derrière. Et c'est quand même avant tout des patients qu'on a entre nos mains à ce moment-là, qu'ils soient athlètes de haut niveau ou amateurs. Et puis après, dernière dernière branche, et j'espère que j'en ai pas oublié. Euh, Dernière branche, je dirais, bah c'est un bon prépa physique, parce que nous, notre travail, tu sais, il a ses limites. Moi, je considère qu'une fois on a restauré une symétrie de capacité et qu'on a récupéré ce que le patient il avait avant l'OP, ben ce qui se fait derrière, le développement et l'entraînement et l'optimisation de ces capacités-là, ben c'est le prépa qui doit le faire, tu vois. Aussi parce qu'on est dans un système de santé où ben c'est pas la santé qui finance ça, et donc quand je fais des suivis un peu plus longs, je bascule sur cette casquette un peu performance, où là on sort du soin conventionné et conventionnel, ou alors je réadresse à
à des prépas avec qui je travaille parce que bon, je trouve ça toujours intéressant d'avoir des échanges avec eux, sachant que dans certains cas, ça peut commencer très tôt. Je vais te prendre un exemple qu'on a eu il y a pas longtemps parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mhm. J'ai Je t'en prie. bossé avec des hockeyeurs de Ligue Magnus et leur préparateur physique Kevin Mao là, qui est un gars qui est top. Euh, et en fait, ce qui était énorme, c'est que je pouvais me concentrer uniquement sur la partie kiné et lui, il s'occupait de toute la prépa physique à côté. C'est-à-dire que là où un patient habituellement il arrive, je lui fais faire un peu de manup, un peu de cardio, un peu de, tu vois. Bah là, c'est Kevin qui faisait tout et moi j'avais que le genou à regarder, tu vois. Et ça, quand tu guides quelqu'un, parce que du coup ils avaient des kinés à demeure, et donc quand tu guides un athlète dans cette réduc-là à distance, et qu'en fait le prépa il fait tout ce qui est écrit dans les bouquins et que c'est naturel et que ça se passe bien, en fait c'est ultra kiffant comme exercice. Tu vois ce que je veux dire? C'est Bien vraiment sûr. euh, c'est vraiment top. Et c'était ouais une des premières fois où vraiment t'as pas besoin de te parler, tu fais la passe à l'aveugle et tu sais que de l'autre côté le boulot il est fait, il sait ce qu'il faut faire. Et toi tu te concentres sur la cuisse et sur le mollet et c'est fantastique, quoi. Je vois très bien. Je vois très bien. Et c'est vrai que c'est des choses que tu vois surtout à haut niveau. Mais je prends parti sur le fait que je pense que même en amateur, ben, on peut avoir accès à ce type de professionnel. Il suffit juste, ben, tout simplement de se créer ce réseau ou en tout cas d'avoir potentiellement, bah, voilà, un kiné ou autre qui a ce réseau, un peu comme toi. Et je pense que derrière, ça peut aller très vite et ça permet clairement d'avoir une meilleure prise en charge sur tous les aspects que tu as pu citer. Tu parlais d'évaluation, tu me fais une passe décisive parce que tu parlais aussi des confrères qui n'évaluaient pas. Souvent, bon bah c'est des confrères qui ont une vision temporelle des choses. Souvent des personnes qui ont eu un enseignement beaucoup plus, enfin disons clairement dans le passé et qui sont pas forcément mises à jour. Mais effectivement, aujourd'hui, on se base sur des critères via des tests. Ouais, il y a une question qui me questionne toujours. On parlait des ratios et notamment de l'asymétrie. Souvent, les cut-offs, donc les critères pour valider un test, c'est celui de 90% par rapport aux membres opposés. Est-ce que selon toi, ça suffit pour dire aux sportifs, bah ça y est, tu peux reprendre ton sport? C'est une très bonne question. Je pense que ce qui est important, c'est de reprendre un peu le cursus du départ. Et ce sera aussi cool pour tes auditeurs d'avoir ça en tête parce que tout le monde n'a pas accès à ces tests-là et donc ça permet quand même de voir un peu ce qui pourrait être fait. Ouais. C'est de se dire que le premier cut qui est utilisé, c'est le cut de 70% de symétrie à 4 mois. Je mets le temps derrière parce que ça permet d'avoir un repère. En soi, on pourrait raisonner uniquement à cet aspect-là. Mais sauf qu'à côté de cette symétrie-là, il y a aussi d'autres choses qui sont mentionnées, c'est-à-dire qu'il y a une symétrie de 70% au test de saut. Donc, classiquement, c'est les hop tests qui sont signalés. Et puis, il y a aussi 70% au questionnaire. Donc là, il y a une multitude de questionnaires qui existent. Celui qui est le plus utilisé, c'est l'ACLRSI. Donc, Mhm. c'est un questionnaire avec 12 questions qui te permet de savoir si tu as confiance ou pas dans ton genou pour reprendre ton activité. Et pour reprendre la course à pied, on attend 70%. Donc ça, tu vois, c'est le premier cut. Le deuxième cut, celui dont tu parles, c'est un cut qui est aux alentours des 9 mois, parce qu'on sait que c'est à ce moment-là, en général, que le patient sportif va retourner vers son activité et voire même retourner vers la compétition dans certains cas. Là, ce qu'on demande, donc, c'est 90% de symétrie en force. OK? Donc, ça sur les quadris, sur les ischio-jambiers et sur 3 modalités différentes. Les mêmes modalités sont utilisées à 4 mois. Donc, il n'y a pas qu'une seule modalité, il y en a 3. Il y a 60 degrés par seconde, qui est une vitesse plutôt lente, 240 degrés par seconde, qui est une vitesse plutôt rapide, et puis 30 degrés par seconde en excentrique. Donc là où tu vas freiner la machine. Et donc, sur l'ensemble de ces tests-là, on va chercher le 90%. Et ce qui est important à savoir, c'est que
à côté de ce 90%-là, il y a encore une fois les tests de saut et puis les questionnaires. Sur les tests de saut, c'est toujours les hop tests qui avaient été décrits dans la littérature, mais de plus en plus, notamment sous l'impulsion des travaux d'Aspetar avec Kotsifaki, on parle de plateforme de force. On arrive quand même à quantifier davantage de choses sur du signal de force que sur les hop tests, même si les hop tests peuvent être pertinents dans certains cas si tu associes la vidéo et si tu fais une vraie analyse biomécanique associée. Ça peut être très intéressant, mais il faut faire ça à côté parce que la seule distance pour moi, c'est un critère qui vaut pas grand-chose, étant donné qu'il y a des gens qui arrivent à faire les mêmes distances en compensant vraiment énormément. Ça, c'est des choses que je Mhm. vois tous les jours en clinique. Et donc, en fait, si tu as ces 90% là dans les 3 bulles que je viens de te dessiner, on peut se dire que potentiellement, il y a moins de risques quand tu retournes à l'activité. Ça, c'est les 3 bulles principales, mais à côté de ça, quand tu dois retourner à l'activité, il y a aussi les tests de décélération, donc changement de direction, hein. Tu connais sans doute le 505, le Mhm. CMAS, le T-test, l'Illinois, enfin tu vois tous ces tests-là qui sont quasiment jamais, voire jamais faits dans la kiné conventionnelle. Et pourtant, c'est des tests qui te permettent de d'analyser énormément de choses. Encore une fois, si tu prends ne serait-ce que le temps, parce qu'on sait que pour le coup, ça va mettre en jeu des contraintes importantes sur le genou. Et ça va mettre en jeu cette capacité de décélération là qu'on sait pas ou peu développer pour le moment, je trouve, en tout cas en France. Et en fait, ça va te permettre aussi, si tu associes la vidéo, d'avoir une belle analyse sur justement le contrôle de ce genou dans des tâches plus compliquées. Ça, c'est, on va dire, le deuxième volet à 9 mois. Et puis, si tu veux être encore plus complet et encore plus pénible, on va dire, mais exigeant avec ton athlète, tu vas avoir le dernier volet qui est le volet neurocognitif. Donc là, c'est de la double tâche, vraiment. Donc, c'est-à-dire qu'à ces changements de direction-là, tu vas associer une lumière qui va te dire quelle direction prendre au dernier moment, qui va te donner l'information sur quelle direction tu dois choisir ou pas choisir. Enfin, à toi de voir comment tu le mets en place dans les tests. Et puis après, tu peux t'amuser à faire ça avec un ballon au pied, avec un ballon en main. Enfin, tu vois, tu peux aller chercher ce que tu décrivais tout à l'heure, le contrôle to chaos de Matt Taberner et aller chercher à mettre de plus en plus de complexité, sachant que de toute façon, il faut rester humble. En kiné, on n'arrivera jamais à reproduire ce qui se passe sur le terrain le dimanche. Donc, même si tous tes critères sont au vert, prudence, il faut reprendre de manière progressive d'abord avec le groupe, puis après avec le groupe avec contact, avec le groupe en situation de compétition sur des temps courts et des matchs avec peu d'enjeux, si c'est possible. Et puis, tu vois, exposition graduelle à la contrainte. Et là, avec tout ça, tu peux te dire, potentiellement, j'ai quelqu'un qui a moins de risques. Et après, bien sûr, je suis d'accord avec toi parce que je comprends le sous-entendu de la question. Si tu peux ramener ton gars à 110% de ses capacités, bien sûr, il faut y aller. Bien entendu. Et souvent, on va dire que, encore une fois, hein, toute humilité gardée parce qu'il y a des échecs comme partout. Mais souvent, quand ton patient, il est investi, quand ton kiné, il s'investit aussi, et quand les gens autour sont investis, les 100% ou 110%, ils peuvent aller se chercher parce qu'en fait, souvent, tu as des gens qui ont jamais été exposés à l'entraînement contre résistance ou à l'entraînement, tu vois, de capacité neuromusculaire. Là, le seul entraînement auquel ils ont été exposés, c'est leur entraînement en milieu, en contexte sportif, quoi. Et donc, c'est là où peut brandir un peu le drapeau que j'adore, c'est-à-dire l'importance de se mettre sous une barre ou d'aller soulever de la fonte parce que clairement, je pense que c'est un des plus gros protecteurs de la blessure aujourd'hui, qui est Mhm. sous-estimé encore une fois. Amen. Non, mais c'est intéressant parce que effectivement, t'as très bien compris mon sous-entendu dans le sens où moi, je suis pas toujours hyper rassuré quand j'atteins uniquement les 90% et que tout le monde autour se dit ah ça y est, on pète le champagne. Je pense qu'il faut être très clair en fait d'une certaine manière avec les sportifs, surtout que comme tu l'expliquais, il y a un impact central donc cognitif et donc les niveaux de force qu'on va retrouver sur le membre contralatéral, surtout si on n'a pas de valeur antérieure parce que contexte amateur, etc.
bah, en fait, ta jambe saine sera, comme tu l'as expliqué, d'une certaine manière, moins forte qu'elle ne l'était avant la blessure. Ouais. Et donc du coup, on vient comparer deux membres où au final, est-ce que ils ont les niveaux de force suffisants par rapport à ce qui s'est passé antérieurement, justement pendant cette blessure. Et d'une certaine manière, je me pose la question si ce 90%, il n'est pas entre guillemets uniquement pertinent pour un retour au sport, mais sans contact. Et de pousser un peu les choses en se disant bon bah voilà, ok, sans contact on est là, mais qu'est-ce qu'on fait après sur le retour avec contact, le retour à la compétition. Et souvent en fait, quand c'est bien fait, il y a une continuité de l'entraînement et puis normalement ad vitam aeternam. En tout cas, comme tu le disais, hein, de se mettre sous une barre et travail de résistance. Mais j'ai l'impression que on suit les choses progressivement en se disant bon bah voilà, il reprend sans contact au bout d'un certain temps, et puis sous réserve qu'il y ait pas de symptômes, il y ait pas de gonflement, il y ait pas plein de choses, bah, on remet avec contact. Et puis encore une fois progressivement, mais il n'y a pas vraiment de choses qui nous permettent, en tout cas à ma connaissance actuelle, qui nous permettent d'évaluer vraiment ce retour au terrain jusqu'à retour à la performance. Ouais, c'est encore une fois des questions très pertinentes. C'est toujours se dire quel cluster de tests on utilise parce qu'il y Mmh a mh. aujourd'hui, tu vois, pour moi, la grande problématique du croisé, c'est que c'est tellement étudié que tout le monde pense savoir comment faire. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a tous une énorme illusion de la connaissance dessus. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'infos disponibles qu'on se dit, bah, de toute façon, je peux pas me planter, quoi. En fait, je Mmh. sais ce qu'il faut faire. Je peux pas me planter. Et en fait, dans ce que tu dis, il y a des choses très importantes. C'est-à-dire que l'index de symétrie, c'est une chose. Ensuite, il faut regarder si tes niveaux de force, ils ont pas varié sur ta jambe saine. Donc ça, c'est un Mmh. truc qui est très important parce que tout au long de la rééducation, sa force peut varier. Donc l'objectif, c'est de conserver, voire d'augmenter la force sur la jambe saine et puis que la jambe pathologique rejoigne la force de la jambe saine. Et puis après, tu peux aussi aller voir quand même un peu où tu te situes par rapport à des normes. C'est-à-dire, est-ce que bah, tu as une symétrie avec ta jambe saine. La jambe saine, elle a pas perdu de force. Mais par contre, tu produis 1,5 fois ton poids du corps en extension de genou, alors que on va dire que dans les normes, on en attend 3. Bah là, tu vois, on peut se poser des questions. Est-ce que cette symétrie, est-ce que cette remise à la norme, elle est bonne ou pas, ou est-ce que bah faut justement aller faire du développement. Ça Mmh. serait une première partie. Et puis après, quel cluster de tests? Je pense qu'à un moment donné, euh, pour être tout à fait honnête, tu peux pas tout faire. C'est impossible de tout faire. Que ce soit en cabinet libéral, que ce soit en structure. Je pense que le moyen pour tout faire, c'est vraiment d'avoir un temps à disposition avec les athlètes. Et tu vois, c'est ce que je peux faire sur Nantes quand j'en reçois. C'est des 3 heures, 4 heures d'évaluation où tu balayes tout et où le gars est vraiment qu'avec toi et où tu as le temps de tout faire. Mais ça, c'est rare comme contexte. Et donc, je pense qu'il faut essayer de choisir déjà quels tests te permettent de, tu sais, de boucler un peu ces trois bulles là qu'on a décrites tout à l'heure. Mmh mh. Quels sont les tests que tu préfères mettre en place ou quels sont les tests les plus simples à mettre en place pour toi tout en restant pertinent? Et tu vois, dans ce sens-là, ben, j'ai envie de te dire que quelqu'un qui envoie un patient faire un test ISO ou alors qui fait un test au dynamomètre à main pour quantifier la force des extenseurs et des fléchisseurs, qui fait on va dire un hop test avec analyse vidéo, un CMJ avec MyJump par exemple ou analyse vidéo ou plateforme. J'essaie de donner des outils, tu vois, simples d'accès et un questionnaire à CLRSI plus un test de changement de direction. Bah déjà, t'as un super truc, tu vois. Mmh. Et en fait, euh, si déjà tout le monde faisait ça et si on se disait de manière stricte, ceux qui n'ont pas ça, on les renvoie pas à l'activité, il faut développer leur capacité. Je pense qu'on pourrait déjà éviter quelques ruptures.
Mais comme on l'a dit avant, c'est tellement multifactoriel que si ça se trouve, même en faisant tout ça, on changerait rien. Mais je peux pas m'empêcher de croire que si on évaluait un peu mieux, on aurait moins de rechutes avec les patients. Après, la difficulté, c'est ce que tu as décrit, c'est le manque de consensus sur ce qu'on utilise. Mais malheureusement, je pense pas qu'on puisse avoir un consensus stable dans le sens où là, en 10 ans, l'évolution de la prise en charge du croisé, elle est juste dingue. Et je pense que dans les 10 ans à venir, ça va encore changer parce qu'on va encore avoir de nouvelles choses. Tu vois, on parlait du neurocognitif et de la double tâche tout à l'heure. Pour l'instant, il n'y a pas de choses à ma connaissance qui permettent de dire quelqu'un a un problème de double tâche par rapport à sa performance. Mais je pense qu'il y a des travaux qui sont en train de se développer et qui vont arriver là-dessus. Et donc, on va avoir un nouveau tiroir à ouvrir, un nouveau tiroir à exploiter. Et donc, c'est hyper intéressant, mais il faut pas oublier la base, quoi. Le Mmh. truc solide. Voilà. Pour moi, quelqu'un qui récupère pas son volume musculaire, qui récupère pas sa force, et peut-être que je me trompe encore une fois dans ma vision des choses, mais je vois pas comment il peut faire ensuite des tests de proprioception ou de double tâche avec une chance de réussite, sachant que déjà il est sur un nombre inférieur qui est pourri. Donc, tu vois, Mmh. le gros conseil que j'aurais à donner, c'est prendre le temps de faire sa rééduque. On est blessé, ça va prendre un an, tant pis, et vraiment se donner à bloc dans cette année-là, comme si on préparait une énorme compétition, et se dire qu'en fait, on joue pas un an, on joue 20 ou 30 ans derrière, parce que j'ai aussi l'envers du décor, ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire le patient de 50 ans qui arrive, qui s'est fait opérer il y a 30 ans et qui a rien fait derrière et qui aujourd'hui a pour le coup un genou pourri, arthrosique et des douleurs, quoi. Mais justement, tu me fais une passe décisive. Tu parlais de ce constat de vraisemblablement à partir sur une durée assez longue et partir sur un processus de réathlétisation sur le long terme et d'y aller. À l'inverse, on voit des athlètes et les patients aussi voient ces athlètes. Je pense notamment à Memphis Depay, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, qui est revenu hyper rapidement et c'est pas le seul. Est-ce que selon toi, ce type de prise en charge doit inspirer ou est-ce que c'est peut-être juste un mirage et on doit être précautionneux avec tout ça? Il y a deux niveaux de compréhension. C'est inspirant dans le sens où tu peux pas en vouloir à un athlète de ce niveau-là de prendre un risque énorme et de se dire qu'il veut participer à cette énorme compétition qu'il y a dans 4 ou 6 mois. Moi, je pense qu'il faut tempérer ces choses-là parce qu'on parle, là pour le coup, on peut en parler vraiment de la différence sportif de haut niveau et sportif amateur. On va être en face de quelqu'un qui va pouvoir se consacrer 100% du temps à sa rééducation, qui va être entouré par un staff compétent, euh, qui va le guider de la meilleure des manières, enfin je l'espère, et qui va permettre à cet athlète-là de revenir dans le temps imparti. Mais il faut savoir que là-dedans, c'est sûr que l'athlète est au courant qu'il y a une part de risque et qu'il est prêt à courir ce risque. C'est-à-dire, je suis persuadé qu'à un moment donné dans les discussions, il y a une grande chance que tu te répètes, Memphis. Et c'est sûr et certain, dans 6 mois, tu n'auras pas tout récupéré. En fait, le gars, il te dit, mais moi, je m'en fous. Je veux être au mondial, je veux être à l'Euro. Je vais faire cette compète. Et tu verras, je serai à 100%. Dans les faits, je pense que si on avait fait justement une batterie de tests sur cet athlète-là, alors peut-être qu'il était à 100%, hein, j'en sais rien parce que j'ai pas accès à ces données, mais je pense personnellement qu'il était absolument pas à 100%, mais qu'il avait récupéré suffisamment pour faire la compète et puis qu'ensuite il y a tellement de facteurs externes, comme on disait tout à l'heure, que ça te permet d'atteindre un niveau de performance qui est juste dingue pour cette rééduque-là. Maintenant, quand on parle de patients classiques, mais en fait même quand on parle d'athlètes, si c'est possible, moi j'encourage les gens à avoir justement cette réflexion sur un parcours plus long qui vise à bétonner quelque chose et à vraiment permettre le retour à 100%.
avant de se dire dans 6 mois il faut que je sois sur le terrain. Maintenant, je sais très bien comment c'est au niveau. Je sais qu'il y a des enjeux extérieurs. Je sais qu'il y a des enjeux de compétition, qu'il y a une volonté d'un entraîneur de faire jouer ses joueurs phares parce que sans eux, l'équipe elle est moins bien, tu vois. Et donc, ben, je pense qu'il faut dissocier un peu ces deux milieux-là, mais de manière générale, je pense que revenir trop tôt, de toute façon, c'est décrit, hein, revenir avant les 9 mois, c'est un risque supplémentaire très important de se faire une blessure. Revenir avant les 9 mois avec des critères qui sont pas validés, bah, c'est quasiment aller au casse-pipe de manière systématique. Hmm. Et donc voilà. Et c'est là aussi où, comme je sais que tu as beaucoup d'auditeurs qui sont pas forcément dans les métiers de la perf, etc. Moi, j'encourage des gens à prendre le temps et à valider les critères et à se dire, ben, si je cours avec un genou gonflé et qui se tend pas complètement à 4 mois, ben, c'est que le travail au début, il a peut-être pas été bien fait et donc il faut d'abord corriger ça. Parce qu'en fait, ces gens-là qu'on retrouve sur des tapis de course à 4 mois avec un genou gonflé et avec potentiellement le kiné sur le réseau social qui va bien, qui dit avec moi, ils reviennent en 3 mois et demi, c'est des champions. J'ai vu il y a pas longtemps un kiné là qui se targuait d'être revenu de sa lésion en 1 mois du croisé. Alors c'est des choses qui sont, c'est clairement du mensonge parce que ça n'existe pas, c'est impossible. Euh, En fait, j'invite vraiment les gens à se poser la question de est-ce que je suis vraiment capable de le faire ou est-ce que je le fais parce que la muscu ça commence à me casser la tête et courir c'est quand même cool, sachant que bah si à 4 mois on fait le choix de faire que de la course et qu'on diminue le nombre de séances de renfort pour faire que de la course et qu'on récupère pas le volume, qu'on récupère pas la force, bah derrière on va avoir des problèmes pour la puissance, on va avoir des problèmes pour la force explosive et puis on va avoir des problèmes pour revenir sur le terrain et puis quand on reviendra sur le terrain, on sera de toute façon pas prêt donc au premier match ça peut péter ou alors ça pètera de l'autre côté. Mais mais c'est vraiment à chaque étape se mettre en danger et je pense qu'il faut accepter le fait que bah c'est une blessure qui éloigne des terrains pendant longtemps et faire le travail nécessaire et s'investir dedans à fond pour que bah justement ça dure qu'un an quoi. Hmm. Et tu parlais de compétition, là, de manière contemporaine, on est en février 2026, il y a les JO d'hiver. Il y a Lindsey Vonn qui a concouru après une rupture quelques jours avant sa descente. Qu'est-ce que toi, ça t'évoque, son parcours et puis comment ça a été géré, en tout cas de ce qu'on a pu voir en tant que spectateur? Ouais, je pense encore une fois, il y a deux aspects qu'il faut dissocier dans ce cas-là. C'est, je pense, une immense championne. Alors, je vais pas m'inventer une étiquette de spécialiste des sports d'hiver parce que ce serait mentir. Je regarde les JO d'hiver comme tout le monde et puis j'adore le biathlon parce que en France, on n'arrête pas de gagner, donc c'est cool. Mais je suis très loin d'être un spécialiste de la descente. Je pense que c'est une immense championne. C'était ses derniers jeux. Elle fait une Coupe du Monde incroyable et elle se dit, ben de toute façon, ce sera mes derniers, donc faut que je les fasse. J'arrive à tenir sur mon genou et je j'ai pas trop de douleur. Alors on sait pas trop hein, ce qu'il y a vraiment derrière, mais bon voilà, les critères avaient l'air d'être réunis et donc je veux la tenter. Et dans ce cas-là, je pense que si ton athlète prend la décision, surtout sur un sport indiv comme ça, d'y aller, ben le but du staff autour, c'est d'essayer d'accompagner du mieux possible. Alors même chose, je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que j'ai vu beaucoup de personnes encore une fois sur Instagram qui allaient mettre des missiles solaires aux préparateurs physiques de Lindsey Vonn. Je pense qu'on est très loin d'être en capacité de juger du travail de ce gars-là, déjà d'une. Et deuxième partie, je pense que les exercices qu'on a vu circuler sur les vidéos de l'équipe notamment, c'est en fait le gars, il essaye de bricoler avec ce qu'il peut dans le temps qu'il a, c'est-à-dire 7 jours, pour préparer une athlète à faire une sortie de virage à 115 km/h. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, on va basculer dans le deuxième point de vue, c'est-à-dire le point de vue que je pourrais avoir sur quelqu'un qui n'est pas Lindsey Vonn, c'est de se dire
à 7 jours post rupture du croisé, aller faire ça, c'est une folie. C'est-à-dire que je voyais pas dans quel monde elle pouvait s'en sortir sans se faire le genou. Surtout que, d'ailleurs, j'ai toujours pas vérifié, mais il me semble qu'à ce niveau-là, les attelles sont pas autorisés parce que c'est considéré comme du dopage mécanique. Donc, sans attelle, sortie de virage 115 km/h, amortie sur un genou. Je vois pas dans quel monde elle pouvait ne pas se faire mal. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'elle a dit. Je crois que c'est sorti aujourd'hui. Enfin, en tout cas, j'ai vu l'info aujourd'hui. Mhm. Elle te dit bien que elle se sentait de faire ça, qu'elle se sentait bien sur son genou et que si elle a chuté et si elle se fait sa grave blessure, euh, je crois que c'est fracture des plateaux tibiaux là, il me semble, ou péroné, je sais plus. Enfin, si elle se fait cette fracture, c'est parce qu'elle accroche la porte avec un de ses bras. Ça la déstabilise et ensuite elle chute. Et en fait, elle dit que ça n'a absolument rien à voir avec son croisé. Donc, ben, quelque part, on peut se dire que, bah, peut-être que sur ce coup-là, elle aurait pu faire la descente, elle aurait peut-être même pu être championne, j'en sais rien. C'est Mhm. des si. Maintenant, d'un point de vue soignant, d'un point de vue kiné du sport, connaissant un peu la thématique et avec tout ce qu'on a dit, à 7 jours, tu as une diminution de tes capacités neuromusculaires sur ta jambe atteinte et sur ta jambe saine. Tu as de l'œdème, de l'épanchement intra-articulaire, donc le liquide que tu as dans le genou, ça crée des problématiques justement proprioceptives. Tu vas avoir une rupture de ton croisé, donc encore une fois, tu as des fibres proprioceptives dans le croisé qui sont plus là, et donc potentiellement, bah, tu as moins de capacité à contrôler ton genou dans l'espace. Et avec tous ces éléments-là réunis, à 7 jours, avec et c'est un bon exemple hein, parce que du coup ça rejoint tout ce qu'on disait depuis le début, Ouais. avec une pression psychologique qui doit être juste énorme, c'est-à-dire tes derniers JO, t'es une des athlètes les plus connues au monde sur cette discipline-là et tu reviens très très fort parce que t'as gagné une manche de championnat du monde il y a pas très longtemps et que t'as fait un championnat du monde de zinzin. En fait, tout est réuni pour que la pression elle soit à son maximum et 7 jours après une blessure, ça aurait été incroyable qu'elle s'en sorte parfaitement. Maintenant, persiste toujours le doute de est-ce que c'est le croisé ou pas, quoi. Exactement, exactement. Ouais, en tout cas, hyper intéressant et très, éclairé, ton point de vue, donc je te remercie pour celui-ci. Pour revenir un petit peu sur l'évaluation, il y a tout à l'heure, tu parlais du mollet, du solaire, la force, du solaire et à ma connaissance, il y a pas de cut-off sur le mollet, sur la force du mollet, voire même celui, du pied. Alors même que tu dis qu'il est hyper important pour cette pathologie-là et je pense pas seulement. Pour quelle raison il y a pas de cut-off? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Pour l'instant, c'est des choses qui sont moins étudiées. Alors, je vais parler pour la pathologie que je connais le mieux, hein, le croisé. C'est des segments qui sont moins étudiés, même si là, il y a des choses qui commencent à sortir sur le volume musculaire du mollet et des adducteurs après une opération du LCA, parce que la cuisse, c'est pas que le quadriceps, c'est les ischio-jambiers, hein. Et puis, on pourrait aller voir aussi ce qui se passe à la hanche. Mmh mh. Pourquoi il n'y a pas de cut? Parce que l'évaluation solaire, c'est une évaluation qui se fait à la plateforme de force pour l'instant. Donc c'est un matériel qui est peu accessible. Il existe, tu sais, le cut de 1, fois le body weight là en termes de force en plateforme, mais c'est des cuts qui ont été faits sur de la division 1 en rugby anglais, il me semble, ou irlandais, je sais plus. Et en fait, ça c'est absolument pas transposable encore une fois Mmh. à tes athlètes ou à tes patients, hein, bien encore plus. Mmh Donc mh. je pense que ce qui est intéressant là-dessus, c'est d'aller les faire, d'aller regarder ce que tu arrives à sortir toi en termes de valeur sur le solaire, regarder la symétrie, avoir tes cuts en préopératoire et te dire bon bah voilà, j'essaye de rejoindre déjà ce que j'avais en préop, être symétrique par rapport au côté opposé. Et puis après, c'est ce que je dis souvent en formation, c'est même si c'est pénible, c'est coûteux en temps et que
en kiné, on n'est pas forcément payé pour ça. C'est essayer de faire quelque chose de toutes ces évaluations qu'on fait, c'est-à-dire essayer de se constituer son propre dataset Mhm. et se dire, ben voilà, sur les X personnes que j'ai évaluées, je me retrouve entre 1,4 et 1,6 fois le poids du corps dans ma population. Ben, ça va être mon cut à moi et je vais me dire, je vais essayer de bosser là-dessus pour tout le monde, sachant que de manière générale, ce qui va être mollet et solaire, c'est dans 95% des cas complètement à la cave. C'est-à-dire que je suis toujours surpris d'à quel point un rugbyman ou un footballeur est capable de soulever de la charge avec ses quadris ou ses ischios. Encore que les ischios, c'est pas toujours gagné. Et à quel point quand tu les mets sur un exercice de mollet, mais c'est catastrophique. En fait, c'est le cirque Pinder. Tu te retrouves avec des gars, des fois, j'ai eu des piliers de rugby, je me rappelle de quand je travaillais au Stade Nantais, euh, qui avaient une force, mais de brute, et sur le mollet, il y avait rien du tout. Alors que c'est des gars qui ont besoin de ça, tu vois, pour pousser. Et donc, je pense que tu vois déjà avec un petit test de solaire que tu aménages, parce que maintenant il y a plein de choses, hein. Tu mets une planche avec un dynamo de traction et ça peut déjà te donner une idée de ce qu'ils produisent comme force. Et un test comme le Hill Rise Test, qui est pas un test de force maximale, mais qui est un test d'endurance de force pour le mollet. Déjà, tu vois, deux petits tests simples à mettre en place pour savoir un peu où se situe ton patient. Même si, encore une fois, ben, les normes du Hill Rise Test, tu iras regarder, mais moi, j'ai rarement des gens, surtout des gens jeunes, qui sont dans les normes parce qu'elles sont tellement élevées que c'est quasi impossible de les atteindre. Donc, ça te fait déjà un bel objectif à atteindre. Et puis après, je pense que ça va finir par venir. Et le mollet en force maximale, il y a pour l'instant pas de valeur parce que les les évals, tu sais, type euh, isométrique ankle push là que Natera avait développé, il y a trop de compensation en fait. Mhm. Il y a des douleurs au niveau des épaules parce que la barre s'enfonce trop. Il y a un problème de maintien de la sangle abdominale et du coup ça te donne des gens qui se tortillent sous une barre. Le genou est pas forcément fixé et donc encore une fois, tu as une mesure qui est pas fiable par repro. Et je pense que c'est des choses qui vont arriver parce qu'on se pose tellement de questions sur ce mollet que c'est des choses qui vont arriver. Et puis je pense que, je sais pas si tu connais, mais j'ai un pote qui travaille là-dessus, Romain, qui travaille beaucoup sur le pied et la cheville. Et je pense que lui, dans les années à venir, il va aussi amener des réponses Mhm. là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est pour ça aujourd'hui on n'a pas ou peu de normes et je pense que ça va venir dans les années qui vont suivre. Voilà. Ok. Euh, je vais te poser ma dernière question, ou presque, ma question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Bah, je pense que, tu vois, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais je pense que ce serait intéressant que tu ailles chercher quelqu'un comme Kevin Mao, qui est du coup l'ancien préparateur physique des Ducs d'Angers et qui est maintenant responsable de la performance de l'équipe de France de hockey. Parce que je pense donc il a fait une thèse chez nous en psychologie du sport et je pense qu'il a cet aspect-là en plus de l'aspect préparation physique. Donc c'est quelqu'un qui est assez complet sur les thématiques analysées. Et puis, c'est quelqu'un qui maintenant est responsable d'une grosse équipe nationale. Donc, je pense que ça peut être assez intéressant d'aller échanger avec lui parce qu'il aura des abords un peu moins connus. Tu vois, moi, là où je suis très mécanique, très force, lui, il a un abord un peu plus psycho, gestion, tu vois, de cet aspect-là cognitif. Mhm. Et, donc, je pense que ça peut être intéressant, ouais, d'aller voir quelqu'un comme ça, ouais. Trop cool. Et pour terminer, peut-être que tu peux nous parler un petit peu de l'étude que tu es en train de mener à l'heure actuelle. On a bien compris un peu toutes les compétences que tu as acquises tout au long de tes années. Et donc, on a parlé du passé. Parle-nous un petit peu du futur. Ouais, là, on est en train de lancer sur Nantes une étude qui s'appelle K-pop, qui est une étude donc qui implique une quinzaine de structures de kinésithérapie libérale du sport avec
plusieurs chirurgiens et médecins du sport sur le bassin nantais et alentour. On est une association donc entre le laboratoire motricité, interaction et performance où je travaille avec Antoine Nordez, Guillaume Lesang et Didier Lacourpaille, et le pôle fédératif de médecine générale, donc qui est rattaché au CHU à Nantes, où je collabore avec Damien Ferrier, Jean-Pascal Fournier et Aurélie Gauthier. Ça, je les cite un petit peu tous. C'est aussi bien de parler de ces gens-là qui travaillent sur des projets et qui nous permettent aussi de faire ces projets-là. En fait, l'objectif, c'est d'entraîner pendant 9 semaines des patients en préopératoire. Donc là, pour le coup, on parle de préopératoire parce que c'est des patients qui se feront systématiquement opérer. Mmh. Et en fait, on va suivre ces patients-là avant et après leur entraînement, à 4 mois et à 9 mois après l'opération. Et puis, on a des temps de mesure à 2 semaines et 1 mois post-opératoire qui seront réalisés par un doctorant à Nantes qui s'appelle Quentin Morvan et qui travaille sur les questions d'inhibition motrice après le croisé. Et donc, on a fusionné nos projets. Et en fait, l'ambition de notre projet, c'est de décrire du mieux possible l'ensemble de l'entraînement qu'un patient va avoir en kinésithérapie et d'expliquer les variations de force que peuvent avoir les patients tout au long de leur rééducation, à la fois par le facteur nerveux. Donc, on va faire de la mesure d'activation volontaire avec de la stime notamment. Et puis, par le facteur mécanique, c'est-à-dire le volume musculaire, on mesure ici par échographie 3D. Et donc, pour ça, on va recruter 84 patients dans l'année à venir. Et puis, on va les suivre pendant 9 mois tout au long de leur rééducation, qui sera faite dans un des cabinets partenaires, que je remercie d'ailleurs au passage, parce que sans eux, il n'y aurait pas non plus ce projet de recherche-là. Donc, c'est assez stimulant, tu vois, de pouvoir travailler avec plein de professionnels différents et puis de pouvoir fédérer autour d'un projet de recherche qui a quand même pour vocation de d'amener des choses directement sur le terrain. Et ça, je pense que c'est ce qui me fascine le plus dans ce que je fais, quoi. Top. Bah, merci beaucoup, Antoine. Je te laisse le mot de la fin pour terminer cet épisode. Ok, bah c'est gentil. Bah juste, je pense qu'en mot de la fin, on pourrait dire aux gens qui t'écoutent, s'ils se font un croisé, de pas aller trop vite, trop fort, et puis de valider bien chaque étape avant de se lancer un nouveau challenge et d'essayer de faire du mieux possible dans l'année où ils sont blessés pour revenir au meilleur niveau parce que c'est pour les dizaines d'années à venir qu'on s'engage et c'est important d'avoir ça à l'esprit. Génial. Bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Si tu as appris quelque chose dans ce podcast, et je suis sûr que c'est le cas parce que c'est moi-même mon cas, bah, fais passer ce podcast, envoie cet épisode à un collègue, à un coéquipier, tout simplement quelqu'un qui avance avec toi. Et tu peux même laisser ton empreinte avec un petit commentaire si tout simplement quelque chose que tu as pu apprendre dans ce podcast. Nous, on se retrouve chaque mercredi à 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!